Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir donc, pour notre quatrième session de l'édition 2020 de notre réunion au cœur du débat. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à nous et puis bien évidemment pour les fidèles qui nous suivent depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc, comme vous savez, cette année, on a été rattrapé par l'actualité et le sujet qu'on traite maintenant depuis une quinzaine de jours sont les enseignements d'une pandémie, quelles conséquences sur le système de santé français. Donc, comme vous savez, à chaque fois, on aborde ce sujet sous un angle différent. Et ce soir, l'angle qui va être abordé va être sous l'angle d'une crise de la rationalité. Donc, comme à chaque fois, vous pourrez poser toutes vos questions via le petit bouton Q&A en bas de votre écran. Et toutes les sessions, comme celle de ce soir, sont enregistrées et disponibles en replay sur le site Invivox. Alors, pour traiter de ces sujets de ce soir, une crise de rationalité, on a l'occasion, comme d'habitude, d'accueillir deux invités prestigieux qui sont Monsieur Bruno Jeudi et Monsieur Gérald Bronner. Je passe la parole tout de suite à nos deux modérateurs, tout aussi prestigieux, Madame le professeur Martine Gillard du CHU de Brest et le docteur Olivier Piot du Centre cardiologique du Nord. Merci Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de modérer cette session avec Martine Gillard, qui est donc professeure à Brest, comme vous le savez bien, en cardiologie, ancienne présidente de l'SFC. Et ce soir, nous allons donc parler de la crise de la rationalité. C'est vrai que cette crise a mis à l'épreuve nos hôpitaux, nos États, nos gouvernements, mais aussi probablement la rationalité. Et, on a le plaisir donc d'accueillir deux orateurs extrêmement importants sur ces sujets. Le professeur Gérald Bronner, donc professeur de sociologie, et notamment auteur de la Démocratie des crédules, un livre que je vous conseille, qui va nous parler de la crise de la rationalité, et M. Bruno Jeudi, donc, qui est journaliste, éditorialiste à BFM TV, et qui va nous parler de l'arrivée de ces nouveaux gourous scientifiques sur les plateaux de télé, sur les médias. Et donc, écoutez, je pense qu'on aura un échange fructueux. Je vais donc passer tout de suite la parole à Gérald Bronner. Merci de nous éclairer donc sur cette crise de la rationalité. Merci Olivier, merci Nicolas, et bonsoir à tous. Je suis heureux de retrouver sans doute certains d'entre vous, parce que ça fait quelques années à présent que je participe à ces réunions. Et donc le thème qui a été choisi et sur lequel je vais parler ce soir avec Bruno Jeudi ne vous étonnera pas, parce que c'est un thème qui me passionne depuis pas mal d'années, à savoir la crise de la rationalité. Alors je vais opérer déjà un partage de mon écran, parce que j'ai quelques petites slides à vous montrer. Et voilà. Donc, je pense que tout fonctionne bien. On m'a demandé en particulier de traiter de la montée des conspirationnistes. Donc, je vais vous parler aussi du conspirationnisme, bien sûr, mais pas seulement, puisque cette crise de la rationalité, je pense que tout le monde aura remarqué maintenant, je pense que j'ai plus beaucoup besoin, je dirais, d'argumenter pour dire que nous sommes face à un problème de société très profond, puisqu'il touche, oui, les théories du complot, on va y revenir, mais nous sommes en pleine actualité. La question ô combien importante pour le monde médical de la méfiance, voire de la défiance vis-à-vis du vaccin, et on verra que conspirationnisme et méfiance vis-à-vis du vaccin marchent main dans la main, et des croyances aussi loufoques qui ont ressurgi, comme par exemple celle des platistes, vous savez, ceux qui croient que la Terre est plate. Alors, je n'aurai pas le temps dans ces 15 minutes de vous rappeler, je l'ai fait plusieurs fois lors de nos réunions, les raisons finalement qui ont amené une situation que j'ai appelée une forme d'échéance de rationalité, en employant un jeu de mots. Et donc, j'ai souvent insisté, j'y insiste à titre introductif, sur l'un des facteurs massifs, je dirais, de cette situation de crise de la rationalité, qui est la dérégulation du marché de l'information. Cette dérégulation du marché de l'information, c'est grosso modo, pas seulement, mais grosso modo tout de même l'apparition d'Internet qui nous a fait aboutir à une situation très particulière où dans le fond, il y a une massification invraisemblable de l'information, et puis la possibilité pour tous finalement de prendre la parole, ce qui fait que peu à peu, tous les discours ont été mis librement en concurrence, ce qui est plutôt intéressant d'un point de vue démocratique, mais ça veut dire aussi que n'importe quel titulaire d'un compte Facebook peut par exemple contredire un professeur de médecine sur les réseaux sociaux, et c'est exactement ce que l'on observe. Alors quelques données quand même pour vous rappeler l'ampleur de cette je dirais, dérégulation du marché de l'information. Là, je vous ai donné quelques données, je vous laisse libre, je ne vais pas les relire, mais peut-être que l'information la plus importante pour se rendre compte de l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un état où nous croulons véritablement sous la masse d'informations, eh bien, c'est que 90% des informations disponibles à l'heure actuelle dans le monde ont été rédigées dans les 2 dernières années.
ce qui est un résultat proprement invraisemblable, presque inimaginable, et qui est un indice, je pense, assez fort de la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'effectivement, aucun cerveau humain, aussi puissant soit-il, ne peut traiter toutes ces informations, ce qui veut dire que dans ce dédale d'informations, nous allons chercher un chemin, que ce chemin n'est pas toujours celui de la rationalité, justement. C'est pour ça que cette situation nous conduit face à une crise de la rationalité, mais cette dérégulation du marché de l'information, dans la situation actuelle, puisque c'est bien de la situation actuelle que je vais parler, elle rencontre une autre situation historique qui est celle de la pandémie. C'est les deux qui se rencontrent et qui vont aboutir à la situation très difficile dans laquelle nous sommes, puisque dans le fond, l'humanité, vous le savez, a été souvent, vous le savez mieux que moi même, a été souvent traversée par des épidémies, par des pandémies qui ont eu tendance à se mondialiser, peut-être un peu moins vite qu'aujourd'hui, parce que la situation des interactions humaines, des voyages, des transports, du commerce n'était pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. La compacité des villes était aussi différente et la compacité sociale en général, mais il reste que par la peste, par le choléra, par exemple, au XIXe siècle, nos sociétés ont été durement frappées par toute une série d'épidémies. Et toujours, chaque fois, ces épidémies ont engendré leur cortège de théories du complot, de rumeurs, de mythologies urbaines, qui ont eu parfois de graves, d'ailleurs, qui ont donné lieu à de graves exactions, à des massacres collectifs, puisqu'il fallait toujours trouver, dans ce cas de figure, des communautés, qu'elles soient religieuses ou marginales, considérées comme marginales dans la société, qui étaient tenues pour responsables de la diffusion de ces maladies. Donc en fait, les théories du complot, en général, ont toujours accompagner l'apparition d'épidémies. La première raison est que l'esprit humain, face à une situation d'incertitude, cherche toujours des solutions, même lorsqu'elles ne sont pas encore apparues en toute rationalité. Lorsque la science n'a pas encore produit des solutions à cette situation, l'esprit humain tâtonne, fouille, et va bientôt prendre des hypothèses, de simples rumeurs, parfois même des blagues de l'esprit satirique pour de la réalité. Et tout cela va faire une sorte de salade de crédulité, évidemment. Et on a repéré immédiatement, face à la pandémie qui nous frappe aujourd'hui, celle de la Covid-19, exactement les mêmes mécanismes. Et d'ailleurs, très tôt, vous l'aurez remarqué, l'OMS a parlé de risque d'infodémie, ce qu'ils entendaient par là, c'est-à-dire vraiment à l'origine même, dès le tout début de l'année 2020, l'OMS alertait sur les risques de cette infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations concernant cette épidémie. On l'a vu de mille façons, par exemple par l'idée que ce virus aurait été volontairement créé par des humains ou alors qu'on l'aurait volontairement laissé échapper d'un laboratoire afin de pouvoir vendre les futurs vaccins, par exemple. C'est une des hypothèses parmi d'autres. On a vu aussi par des recettes miracles, par des médicaments miracles qui apparaissaient ici à Madagascar ou que sais-je ailleurs. On a dit que la cocaïne ou que la consommation d'alcool pouvait prévenir l'apparition de ce virus ou le développement de ce virus, et ça a créé des centaines de morts, probablement en Iran par exemple, puisque dans certains pays, vous savez, l'alcool est interdit, et donc si on arrive à se persuader que l'alcool peut prévenir l'apparition de cette maladie, bien évidemment on va consommer de l'alcool frelaté, ce qui n'est pas très bon pour la santé, et malheureusement il y a des centaines de personnes qui, si j'en crois en tout cas le travail des journalistes sur cette question, en sont décédées. Et alors, on est donc dans une situation particulière, celle d'une pandémie, celle de la dérégulation du marché de l'information, mais il y a plus. Il y a eu aussi une autre situation, donc vous voyez, on est sur un trépied tout à fait nouvelle, qui est celle du confinement. Le premier confinement, qu'est-ce que ça a eu comme impact ? Ça a eu tout simplement l'effet d'augmenter, d'accroître considérablement le recours au monde numérique et à l'information numérique. Donc évidemment, tous les travers qu'on observait déjà sur Internet, c'est-à-dire le biais de confirmation, les chambres d'écho, le fait de s'enfermer dans sa propre conviction, de se polariser, d'aller chercher des informations qui vont toujours dans le sens de nos croyances préalables, tout cela a été largement amplifié. Et là aussi, j'ai réuni pour vous quelques données. Donc vous voyez, il y a une augmentation globale du trafic d'Internet de 30%, mais surtout, et au mois de mars et au mois d'avril, donc les mois qui correspondaient au confinement, on a vu une augmentation de 121% et de 155% de la consultation des réseaux sociaux. Or, précisément, ce sont sur les réseaux sociaux que les batailles autour de l'hydroxychloroquine, du professeur Raoult, de la création du virus artificiel et que sais-je, que toutes ces batailles ont eu lieu, n'est-ce pas, vraiment une guerre de tranchées, une guerre cognitive en quelque sorte. Et de fait, il n'y a pas lieu de s'étonner
que le confinement ait servi en quelque sorte de cocotte-minute à la crédulité, c'est-à-dire c'était un incubateur de crédulité, parce que jusque-là, il y avait toutes sortes de rumeurs, mais disons qu'en tout cas en France, d'après ce qu'on pouvait observer, les Français suivaient encore à ce moment-là relativement ce qui se donnait comme l'expertise médicale et scientifique sur les plateaux de télévision. Mais dès le moment du confinement, on a vu surgir massivement en France les théories du complot, et j'en veux pour preuve cette seule donnée que je suis allé chercher pour vous. J'ai regardé le volume relatif par un indice qu'on appelle Google Trends de gens qui sont allés chercher sur Google le terme complot. Hein, vous voyez. Et alors, là, on l'a ici, vous voyez en fait le terme complot, vous voyez très nettement un pic au moment du 15, 16, 17 mars, c'est-à-dire qui correspond au début du confinement. Et puis vous voyez que ce terme complot rebondit, il est de nouveau cherché beaucoup ces derniers temps, probablement, on va y revenir en conclusion, à cause d'un documentaire qui a été vu des millions de fois et dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Hold Up et qui constitue en quelque sorte une sorte de synthèse de ce que peut produire les conspirationnistes. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'une des raisons de la diffusion de la crédulité massive sur ces réseaux sociaux, eh bien, c'est l'activité de groupes, on peut dire minoritaires, mais parce qu'ils sont très convaincus, ce qu'on appelle la tyrannie des minorités ou des small worlds, c'est-à-dire des groupes très actifs, très convaincus, porteurs de convictions, et qui vont donc faire feu de mille bois, si je puis dire, sur tous les fronts pour essayer de convaincre les gens. C'était le cas, par exemple, des prosélytes du professeur Raoult, qu'on soit pour ou contre le professeur Raoult, je ne veux pas prendre position ici, évidemment, mais on a observé des groupes, notamment Facebook, de pro-professeur Raoult, qui ont été extrêmement actifs durant cette période du confinement, parce que d'abord, on avait une forme de disponibilité mentale, je vous l'ai dit, donc grosse consultation du monde numérique, mais pendant ce temps, très paradoxalement, on a vu aussi une suractivité des groupes anti-vaccins. Ça peut sembler très paradoxal parce que pendant une période pandémique, on se dit a priori que s'il y a bien une période où il ferait mieux de se taire, les anti-vaccins, c'est là, c'est à cette période-là parce qu'on attend tous quand même un vaccin, etc. Eh bien non, vous voyez, c'est un graphique qui a été fait par des collègues aux États-Unis. Ça, c'est un graphique qui montre l'activité des anti-vaccins versus pro-vaccins sur Facebook, et vous voyez, les nœuds verts sont les nœuds de sites de pages qui sont relativement neutres. Ce que l'on observe en rouge, c'est que les anti-vaccins, ça c'est avant, le 15 octobre, c'est juste avant l'épidémie, on observe que les points rouges vont aller chercher beaucoup plus que les points bleus, les indécis. C'est-à-dire qu'ils sont plus prosélytes, ils sont plus actifs. Ce n'est pas absolument évident, mais il y a quand même 3 ou 4 fois plus d'activité sur les sites indécis des anti-vaccins que de la part des pro-vaccins. Grosso modo, les pro-vaccins restent entre eux, sur leur site, ils repartagent des liens, alors que les anti-vaccins, qui se sentent en quelque sorte une vocation, n'est-ce pas, ils se sentent une mission, ils vont aller chercher les indécis sur le site. Et ce graphique que je vous montre, il a été encore amplifié précisément pendant le temps du confinement, c'est pour ça que je vous le montre. Et donc, on sait que les anti-vaccins ont été particulièrement actifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous avez vu aussi une grande méfiance, pas seulement en France, même si la France est malheureusement le pays numéro 1 au monde, vous savez, de la méfiance vis-à-vis des vaccins. On a une méfiance dans beaucoup de pays, c'est mesuré notamment par un sondage Ipsos, qui allait en s'accroissant, par exemple, entre le mois d'août, là, c'est-à-dire il y a quelques mois, et aujourd'hui, eh bien, alors qu'on espère de plus en plus quand même ce vaccin, parce que nous voici reconfinés, on voit bien que la vie sociale est perturbée, nous en avons tous assez de cette situation, et donc normalement le vaccin devrait constituer un espoir, n'est-ce pas? Eh bien, oui et non, parce que dans cette période, on a vu une augmentation de la méfiance vis-à-vis du vaccin, et notamment en France, où on atteint à peine plus de 50% au niveau déclaratif de nos concitoyens qui disent que dans ces conditions, n'est-ce pas, dans les conditions actuelles, ils se vaccineront. Donc un peu plus seulement de 50% de nos concitoyens se déclarent prêts à se vacciner s'il y a un vaccin contre ce virus, et c'est-à-dire que ça en laisse une grande part qui hésite ou voire qui ne se vaccinera pas. Alors, on le sait, sur ce marché dérégulé de l'information, donc sont en concurrence, je vous l'ai dit, toutes sortes d'individus et toutes sortes de propositions, celles de la science, l'orthodoxie de la science, mais aussi toutes sortes de rumeurs, de théories du complot. Et maintenant, on commence à savoir assez bien, malheureusement, que contrairement à ce que pensaient les fondateurs de la démocratie américaine, la vérité ne se défend pas toute seule. Le drame
qui est en train de nous arriver et dont nous sommes les témoins, bon, moi le témoin inquiet et en même temps assez passionné en tant que sociologue, c'est que la libre concurrence des idées ne favorise pas le vrai, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer. On aurait pu espérer que sur un marché finalement assez libéré des idées, des propositions, à moyen terme, ce seraient les propositions les plus argumentées, les plus solides qui finiraient par s'imposer, comme on l'a vu sur le temps long de l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui se produit sur ce marché dérégulé, en tout cas au temps de l'observation où nous sommes. Ce que l'on voit donc, c'est que la crédulité, elle part avec des avantages concurrentiels sur ce marché. J'en veux pour preuve, mais une masse de données importante maintenant qui est disponible, notamment produite par les sciences sociales computationnelles qui étudient spécifiquement ces questions. Et un article, un des plus cités, les plus récents dans la revue Science, a montré que les fausses informations se diffusaient 6 fois plus vite que les vraies informations sur Twitter notamment. C'est un article qui a étudié plus de 130 000 histoires, ce qu'ils appellent des stories, des narratives sur Twitter. Donc, inutile de vous dire que l'échantillon est extrêmement vaste, avec une robustesse statistique tout à fait remarquable. Et donc, les fausses nouvelles vont plus vite, elles se propagent plus loin, elles sont plus retweetées. D'autres collègues belges ont montré qu'elles étaient mieux mémorisées. Bref, la fausse information, elle part sur ce marché dérégulé de l'information avec des avantages concurrentiels. Alors, les explications, je vous les ai un peu saupoudrées, c'est la force des minorités qui sont porteuses de croyances, c'est le biais de confirmation, c'est beaucoup de choses, mais il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, je crois, les précédentes années, quand j'ai eu l'occasion de vous parler, et je vais donc un tout petit peu insister là-dessus dans la partie finale de mon exposé, c'est une loi qu'on appelle la loi de Brandolini. Brandolini, c'est un informaticien qui, il y a quelques années, a émis cette loi, donc, que je vous laisse lire, et qui dit grosso modo, si je la reformule, qui est très simple, qui dit qu'en fait, il faut beaucoup moins d'énergie et de temps à émettre des âneries qu'à les défaire. Et c'est aussi pour ça que la crédulité, elle a des avantages concurrentiels sur le marché de l'information. C'est que, dans le fond, même pour émettre une alerte infondée en termes sanitaires, faire peur aux gens, donner des informations qui sont spectaculaires, donc qui vont être mémorisées, puis surtout qui vont attirer notre attention, c'est beaucoup plus facile que défaire une de ces alertes. Souvent, la science va mettre des semaines, voire des mois à défaire une alerte sanitaire infondée, par exemple, alors qu'il ne faudra que quelques minutes aux réseaux sociaux, voire même malheureusement aux médias conventionnels pour s'en emparer, parce que c'est un bon produit cognitif, ça va permettre d'attirer du temps de cerveau, et donc pour les médias conventionnels, ça veut dire aussi transférer ce temps de cerveau en capital économique, en matière de publicité, etc., parce que c'est comme ça aussi que vivent les médias conventionnels, c'est sur la base d'une économie de l'attention. Alors tout cela, il faut y réfléchir très profondément, et je vous donne un exemple de la loi de Brandolini que je trouve assez amusant, alors qui ne relève pas du tout de la santé publique, mais qui relève de théorie du complot à propos du coronavirus. Alors vous allez voir, ça c'est un tweet, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est en anglais, mais je vous le traduis vite fait. En fait, c'est un film, Captain America, que certains ont peut-être déjà vu avec leurs enfants. Et ça, c'est le tournage. Et quelqu'un a remarqué que sur le tournage du film, qui avait eu lieu en 2011, il y avait, vous voyez, à gauche entouré, une bière Corona, et à droite, quelque chose qui ressemble au coronavirus, justement. Alors évidemment, là, la personne ne veut pas croire que c'est une simple coïncidence. Et alors, la personne qui lit ce tweet, elle se met en quête de défaire cette croyance. Elle va faire l'enquête. Et vous allez voir que ça prend du temps pour quelque chose qui est quand même une ânerie, une simple coïncidence, mais allons-y, prenons au sérieux la croyance. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est un travail admirable fait par un tweetos. Et alors, il regarde, c'est ça, là, qui ressemble à un coronavirus. Et donc, la personne, encore une fois, bière Corona plus coronavirus, sur Times Square, vous avez reconnu, c'est à New York, ça ne peut pas être une coïncidence. Alors, le problème, c'est comment agrandir. L'image n'est pas suffisamment de bonne qualité. Si vous l'agrandissez, vous ne voyez pas. C'est une publicité, mais une publicité pourquoi? On ne sait pas. Alors donc, il va faire des recherches, alors qu'il recherche d'abord où a été tourné le film. Donc, il a été tourné effectivement à Times Square, à New York, le 23 avril 2011. Et une fois qu'il a cette date, il va essayer de regarder tous les films qui ont pu être tournés dans la même période et à Times Square pour voir s'il n'y aurait pas des images qui pourraient agrandir. Mais ça ne marche pas, nothing, il ne trouve rien. Donc là, imaginez, ça lui prend du temps. Il va plus loin. Là, il se sert cette fois de toutes les vidéos YouTube en essayant de voir celles qui ont été postées en avril, parce qu'il y a plein de touristes, n'est-ce pas, qui postent des vidéos, et il regarde Google Street View, etc. Il ne trouve pas grand-chose, mais quand même, à un moment donné, bingo,
il trouve cette image et vous voyez, vous retrouvez en haut à gauche de l'image, j'aurais dû l'entourer, cette publicité qui fait penser à un coronavirus. Et là, c'est bingo, donc il lui a fallu des semaines quand même pour trouver. Finally, we found this. Et donc, il agrandit l'image peu à peu. Alors, est-ce que c'est un coronavirus? Est-ce que c'est une coïncidence vraiment extraordinaire? Là, on y est presque. Hein. Donc, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une pub pour Barilla, voilà, et c'est des spaghettis. Donc, vous voyez que pour défaire un pseudo-argument, je suis d'accord, ça ne peut pas convaincre grand monde ce genre de coïncidence, mais tout de même, ça fait partie des millefeuilles argumentatifs qui constituent les théories du complot. C'est une des choses que j'ai pu montrer par mes travaux, c'est que la plupart des théories du complot, elles s'adossent à des dizaines d'arguments qui ne sont pas forcément compatibles entre eux, mais qui aboutissent à une impression que tout n'est peut-être pas faux, n'est-ce pas? Tout n'est peut-être pas faux. Et donc, ça crée de la confusion, mais pour défaire chacun de ces arguments, aussi bidons soient-ils, et certains sont beaucoup plus troublants que celui-ci, par exemple, eh bien, il faut parfois des jours de travail. Alors justement, c'est exactement à ça qu'on a abouti avec ce documentaire dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, moi je l'ai regardé, ça fait partie de mon boulot, 2h40, c'est très long. Et alors, tout est dans ce documentaire, si vous voulez. Il y a ce millefeuille argumentatif, ce qui est très intéressant. Alors, il y a des arguments qui peuvent être très troublants, surtout si on n'a pas la contre-argumentation, n'est-ce pas, en face. Mais la caractéristique, c'est que ces arguments, ils sont incohérents entre eux. En fait, il y a des arguments qui sont contradictoires entre eux, mais quand vous regardez le film, si vous ne le regardez pas avec attention, vous ne vous en apercevez pas. Tout ce qui vous reste à la fin du film, si vous n'êtes pas spécialiste de ces questions, c'est quand même une impression de trouble. Vous vous dites quand même, c'est extrêmement troublant. Alors évidemment, c'est un film qui est très nuisible, très dangereux, parce que d'abord, il remet en question, il y a des accusations très graves qui sont portées notamment contre l'Institut Pasteur, contre l'autorité de la science et des médecins, contre leur honnêteté même, puisqu'on les décrit comme globalement corrompus. Et alors, évidemment, ce film aussi, une fois qu'on est convaincu par ça, je pense qu'on ne va pas aller se vacciner, parce que c'est aussi un film où il y a une charge puissante contre les vaccins, contre le vaccin possible. On dit à la fois que ce virus, il avait été créé pour nous tuer, mais qu'heureusement, la nature faisant bien les choses, elle a affaibli en quelque sorte ce virus. On nous dit que c'était pour enrichir l'industrie pharmaceutique, mais on nous dit aussi que c'est pour faire le grand reset, pour que la société capitaliste reparte à zéro. On nous dit que c'est pour tuer les pauvres, comme ça les riches pourront se partager le monde, etc. etc. C'est même une de mes collègues qui dit ça. C'est bien malheureux quand un sociologue parle comme ça me fait toujours un peu mal. Tout cela pour vous dire, et je conclurai tout à fait sur ce point, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ces questions de crédulité, de conspirationnisme. Je dirais que malheureusement, les questions de crédulité collective sont devenues aujourd'hui une composante essentielle et intégrale des questions de santé publique. Donc, il faut en tenir compte. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé extraordinaire. Je pense qu'il va y avoir énormément de questions. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Et donc, maintenant, nous allons passer la parole à monsieur Bruno Jeudi, qui est rédacteur en chef politique à Paris Match et également éditorialiste à BFM TV. Merci Martine, bonjour à tous. Je passe après l'excellent Gérald Bronner, bravo pour cette intervention. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous faire part pas mal de mon expérience qui est assez surprenante. Je viens de passer quasiment 6 mois avec vous, avec des médecins, des épidémiologistes, des infectiologues, toute une série de spécialistes que je ne connaissais absolument pas. Et depuis 6 mois, je passe l'essentiel de mes soirées sur une chaîne de télévision, une chaîne info, pas faire de la publicité, BFM. Voilà. Et j'ai vécu tout ça depuis quasiment que le virus est apparu et que les médias, notamment les chaînes info, s'en sont emparés et c'est sans doute une première dans l'histoire même de l'information, comme l'information unique. Quasiment, pendant toute la période du confinement et même du début du déconfinement, c'est-à-dire une 60aine de jours, il n'y avait plus qu'un seul sujet, c'était ça. Il faut quand même bien voir ce que ça veut dire. Alors, je ne vais pas remonter bien loin, j'ai envie de remonter au 12 mars. Pourquoi le 12 mars? C'est la première allocution du président de la République. Ce jour-là, il vient dresser au fond le diagnostic, porter le diagnostic sur le pays. Et donc,
c'est pas ce soir-là qu'il annoncera le confinement, mais c'est quelques jours avant, et il vient préparer l'opinion. Et pourquoi je vous parle de cette allocution? Non pas parce que tout à coup, il y a 20 millions de personnes qui se plantent devant la télévision pour regarder ça, ils seront jusqu'à plus de 30 millions pour l'annonce de la date du déconfinement, mais je vous en parle parce que ce jour-là, au fond, il pose quelque chose sur la table, il dit, voilà, il va y avoir des décisions très importantes, très difficiles à prendre, et je m'appuierai sur le conseil scientifique. Et il dit, il les appelle, j'allais dire vous, ce seront ces sachants, toutes mes décisions seront prises à partir de ce conseil scientifique, vous le connaissez tous, il y a une dizaine de membres, grosso modo. Il est présidé par le professeur Delfrécy, beaucoup de spécialistes de tout genre. Certains spécialistes m'ont dit depuis qu'il y avait trop de spécialistes du sida et finalement pas assez des maladies du type Covid. Mais passons là-dessus. D'ailleurs, au départ, il y avait même le professeur Raoult qui en était membre et qui claquera la porte au bout de deux ou trois réunions. Ça n'empêchera pas d'ailleurs le président de la République de ne jamais couper avec le professeur Raoult. On en parlera peut-être si j'ai le temps, pour des raisons, à mon avis, très politiques. Le professeur Raoult, il continue d'ailleurs à échanger avec lui, même si par ailleurs, et ça vous le savez, il est poursuivi par le Conseil de l'Ordre pour charlatanisme. Donc voilà, donc le 12 mars, voilà, on nous pose ça sur la table et les Français découvrent à la fois qu'ils ne vont pas tarder à être confinés, ils prennent ça dans la figure, et en même temps, le président de la République installe un conseil scientifique et finalement donne son feu vert à ce conseil scientifique pour ensuite aller, j'allais dire, presque porter la bonne parole. C'est une grande différence avec les autres pays étrangers, finalement, où, en quelque sorte, ce conseil scientifique va se déployer dans les médias pour, au fond, porter, appuyer, alors peut-être pas autant que l'espérait Macron, et on va voir qu'au fur et à mesure, ce conseil scientifique va se heurter et va mettre, en quelque sorte, la pression sur les politiques, mais ils vont s'installer dans les médias. Il y était déjà un petit peu, mais là, tout à coup, à la télévision, j'allais dire, et dans les médias écrits, mais on va dire principalement à la télévision, parce que ça va être le média majeur pendant ce confinement, puisque les Français sont quasiment chez eux, plantés devant la télé, on va avoir un nombre invraisemblable de scientifiques, j'allais dire vrais spécialistes, pas tout à fait spécialistes, un peu de tout, des médecins généralistes. Au fond, ils remplacent en quelque sorte, puisque c'est actualité unique sur la science, ben voilà, ils s'installent. Pour vous donner une idée, en préparant l'émission, on en avait parlé, et depuis j'ai un peu vérifié. Il faut que vous sachiez qu'en gros, il y a des invités, l'antenne de BFM, c'est 4h du matin à minuit. Bon, il n'y a pas d'invités à 4h du matin, je vous rassure, mais en grosso modo, si on considère qu'à partir de 8h, il y a des invités jusqu'à minuit, ça fait environ 3 à 4 interventions de scientifiques par heure. Donc, vous êtes on va dire, entre 40 et 60 interventions par jour. Alors, parfois, il y en a qui viennent 2 fois ou 3 fois par Skype ou sur le plateau. C'est pour vous dire la consommation. Et là, je vous parle d'une seule chaîne info. Donc, il y a en France, je rappelle que la France a cette singularité d'être le pays, sans doute le pays, au moins en Europe, qui a le plus de chaînes info, 4. Et je ne compte même pas France 24 dans l'eau. Tout ça pour vous dire que c'est quand même une différence, par exemple, lors du premier confinement, si on compare avec nos voisins, en Allemagne, la chancelière s'est appuyée sur un virologue qui s'appelle, peut-être que vous devez le connaître, c'est le professeur Christian Drosten, et c'est vraiment un scientifique dans lequel la chancelière a vraiment confiance, et quelqu'un qui est à l'opposé peut-être de certains qu'on a pu voir à la télévision, qui est plutôt discret, et qui lui fait un podcast par jour à peu près. Et au fond, ça s'installe un peu autour de lui. Ça, c'était au premier confinement. Depuis, il y a eu pas mal de polémiques aussi en Allemagne. Mais très vite, ce qui va se passer, et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'allais dire, puisque moi, j'étais sur le plateau où il n'y avait que des médecins quasiment, le présentateur, et je l'ai vécu, c'est qu'on va très vite voir en fait cette succession de médecins va devenir aussi un moment où on va voir s'étaler les doutes, les divisions, voire parfois les controverses entre certains spécialistes. Et incontestablement, on va le nommer, ça a commencé avec évidemment la personnalité
très forte du professeur Raoult. Alors là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon, je ne suis pas un spécialiste, donc moi, je me suis abstenu d'ailleurs de rentrer. Beaucoup de confrères qui ont donné leur avis sur la chloroquine, moi, j'avoue que j'étais bien incapable. En tous les cas, sa personnalité, son traitement, évidemment, j'allais dire sa localisation à Marseille aussi a beaucoup joué, son look et son sens de la formule parfois débridé, voire parfois vachard vis-à-vis de ses propres confrères, a fait aussi que les médias, et c'est une critique que moi je pose pour vous, mais que finalement que je m'attribue aussi, c'est devenu un bon client évidemment pour les médias, voire un trop bon client, puisqu'on a privilégié peut-être la forme parfois au fond, ce qui fait que le professeur Raoult s'est installé comme un objet de la controverse à l'intérieur de cette immense affaire qu'était la pandémie de la Covid. Et très vite, ce débat a débordé parce qu'autour du professeur Raoult, il y a d'autres médecins qui l'ont soutenu, et il y a cette division qui s'est installée. Il y a eu après les publications diverses qui ont contesté le traitement, et qui ont ensuite des publications qui ont elles-mêmes été contestées. Mais arrêtons-nous 2 minutes sur cette affaire de ce qu'on a appelé les rassuristes contre les alarmistes. Alors, ce n'est pas des jolis mots, mais pour faire simple, on va dire que les rassuristes, c'est professeur Raoult, et puis 3 ou 4 autres, vous les avez sans doute vus à la télévision, peut-être certains d'entre vous les connaissent. Il y a le physicien Laurent Toubiana, Jean-Philippe Toussaint, le professeur de physiologie, il y a Christian Perron, le chef de maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Globalement, ils ont en commun d'être un peu anti-système et d'avoir contesté fortement à la fois les positions défendues par les membres du conseil scientifique qui ont très vite milité pour un long confinement, puis mis en garde contre une deuxième vague que les rassuristes contestaient. Alors ça s'est un peu calmé depuis parce que les médias d'abord ont vu que le match avait été plié puisque la deuxième vague est arrivée, et qu'on a plutôt tendance à moins les voir aujourd'hui. Il n'empêche, ça appelle quand même beaucoup de questions pour nous, médias, cette question de médecins qui sont devenus en quelque sorte des gourous, parce que quand on regarde aussi, que ce soit le professeur Raoult, le Christian Perron, ils ont fait parallèlement des livres qui se sont vendus aussi, certains, Perron, je crois qu'il a vendu plus de 100 000 exemplaires de son bouquin quand même, donc c'est des grosses ventes, donc ça dépasse largement le cercle scientifique. Alors est-ce que c'est les médias qui les ont fabriqués? Est-ce que c'est eux aussi qui se sont beaucoup installés sur le numérique? Parce que il ne faut pas oublier que le professeur Raoult s'est d'abord fait connaître en étant très présent avec sa chaîne YouTube. D'autres sont aussi également très présents sur le numérique. Gérald Bronner en parlait tout à l'heure. C'est presque aussi important ce qui s'est passé sur le numérique que sur les chaînes info. Mais évidemment, les chaînes info ont été le visage, ont aussi quelque part favorisé l'incarnation de ces gourous, entre guillemets, de la science. Lesquels gourous se sont souvent opposés à Delfrécy et d'autres. Il faut savoir aussi que la difficulté des chaînes, et là je vais revenir un peu sur les médias, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que les chaînes info sont très consommateurs d'interventions de scientifiques, et qu'au fond, ils ont délaissé, j'allais dire, dans les chaînes, vous avez peut-être, certains ont été contactés, vous avez ce qu'on appelle un métier qui s'appelle produceur. Donc ces gens scannent un peu les CV de scientifiques, ils ont des noms. Alors, ils avaient peu dans les chaînes, ils avaient ils avaient des carnets d'adresses pour les médecins qui n'étaient pas très, très importants. Dans les chaînes info, pour vous donner un ordre d'idée, avant la Covid, il y avait une seule personne qui s'occupait de la santé, vous l'avez peut-être vu, c'est une jeune femme qui s'appelle Margot de Frouville, qui était la chef du service santé, plutôt quelqu'un qui connaît bien son domaine, mais elle était toute seule. Donc, elle avait son carnet d'adresses, et tout à coup, son carnet d'adresses n'a pas suffi à répondre à la demande.
Donc, c'est comme ça aussi qu'on a vu arriver, j'allais dire, jusqu'à des généralistes qui, entre guillemets, sont situés à moins de 2 km à vol d'oiseau du siège de BFM TV ou du bâtiment de TF1. Je blague à peine, puisque je crois que le médecin consultant de TF1, il est à Vanves, que le docteur Hamon, il est à Clamart. Donc, vous voyez, parfois, et ça dit beaucoup aussi non pas de l'impréparation, parce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait cette épidémie, mais que les chaînes ont été prises au dépourvu, et qu'en même temps, il y avait une forte demande à la fois de compréhension, d'essayer de comprendre pourquoi on basculait tout à coup dans un confinement, alors qu'un mois plus tôt, j'allais dire, les journalistes plus classiques, qui soient journalistes spécialistes scientifiques ou qui soient éditorialistes, ironisaient un peu sur la situation italienne, qui était une situation d'un pays en perdition, ce que nous allions pas connaître au même niveau, mais on va aussi connaître nos propres difficultés pendant le mois de mars et le début du mois d'avril. Donc, il y a eu cette difficulté. Donc voilà, je vous donne un peu des coulisses de cette période qui a été une période folle où tout à coup, il a fallu... Alors, il y avait traditionnellement quelques médecins qui étaient consultés par les chaînes. BFM a deux médecins consultants qui viennent régulièrement, le professeur Rapp et un autre, mais elles sont peu équipées en la matière, et c'est une matière au fond où elles avaient peu investi parce qu'il n'y avait pas de débat scientifique sur les chaînes info jusqu'au printemps 2020. Donc ça dit beaucoup aussi, voilà, de ce qui s'est passé. Alors inversement, il y a le docteur, je crois que je ne sais pas si Pialou, qui est infectiologue à l'hôpital Thonon, il est intéressant parce qu'il a la double casquette. Il a été aussi journaliste. Et j'ai retrouvé une phrase de lui qui est assez intéressante. Il dit l'erreur générale, parce que bon voilà, il y a aussi une analyse de certains qui sont allés beaucoup sur les plateaux télé. Il dit, y compris pour la plupart des médecins qui, pour beaucoup, découvraient les plateaux TV, on aurait dû assumer le fait parfois de dire je ne sais pas à certaines questions, quitte à ne pas être réinvité. Parce que toute la difficulté, et j'imagine que pour des gens de science, c'est difficile de dire je ne sais pas à la télévision une question, parce que du coup, on se dit mais pourquoi je l'ai invité? Donc il y a ce côté, mais en même temps, il y a eu des moments sur des phases de cette maladie où c'était très difficile pour certains scientifiques sur les plateaux d'apporter des réponses évidentes. Donc tout ça pour dire que moi, avec l'expérience, avec le recul, je pense que la contradiction peut se comprendre. À la télévision, la polémique entre scientifiques, elle a eu du mal, elle a, à mon avis, accru à la fois le côté anxiogène de ce que vivaient les Français, qui ont découvert, parce qu'ils ne connaissent pas ce monde-là, qu'effectivement, dans la science, il y a aussi le doute, il y a aussi des approches qui peuvent diverger, y compris chez les épidémiologistes, en plus, qui est une spécialité assez particulière, où on a vu quand même des spécialistes vraiment faire le grand écart sur certains sujets. À l'arrivée, j'ai envie de vous dire par rapport à ce que moi j'ai vécu, et sans vouloir revenir sur ce qu'a dit Gérald avant, notamment sur le film Hold Up, parce que là on sortirait on va vers le complotisme. Je pense que cette controverse scientifique qu'il y a pu y avoir, qui a sans doute fait beaucoup de mal, et bon, ce fameux traitement à l'hydroxychloroquine, j'ai toujours du mal, l'hydroxychloroquine, à mon avis, a créé le doute un peu. Le doute, c'était le domaine de la politique. La défiance pour le politique est bien connue. Maintenant, c'est une parole qui s'est démonétisée au fur et à mesure que les politiques ont montré de l'impuissance dans leur action. Là, cette crise,
et c'est un peu peut-être le défi, c'est que finalement, le doute s'est aussi installé dans la parole du scientifique, qui, au fond, combiné avec la parole du politique, fait qu'on se retrouve dans une société française qui doute peut-être plus que d'autres. D'abord, on est un peuple pessimiste, plus pessimiste que les autres. Ajouté avec ce doute sur à la fois, alors on va pas revenir, mais enfin, vous le connaissez par cœur, il y a eu la polémique sur les masques, alors la polémique sur les tests, alors là c'est peut-être plus, c'est des affaires gouvernementales, parce que là c'est des décisions politiques qui n'ont pas été, mais bon, la question des masques, elle a été validée, j'allais dire, par un ministre qui est médecin. Donc tout ça, évidemment, a compliqué les choses. Mais il y a quand même une lueur, j'allais dire, il y a quand même j'ai envie de donner une note d'espoir quand même dans ce tableau que je vous dresse, qui n'est pas toujours, qui est évidemment un peu dur sur certains aspects. C'est que ça a montré, cette crise aussi, ça a mis en évidence pour les Français, eh bien, qu'on pouvait être victime d'une pandémie, d'une épidémie. Il faut savoir quand même que Jérôme Salomon, le patron de la santé en France, a fait note sur note pendant la campagne présidentielle. Il était plutôt conseiller proche d'Emmanuel Macron. Il a fait des notes, comme beaucoup, hein, parce que les candidats majeurs dans une présidentielle, ils ont des conseillers, ils se font conseiller notamment sur les questions de santé. Et pendant toute la campagne, il n'a cessé de faire des notes sur le risque de pandémie, risque d'épidémie. Évidemment, ces notes sont restées sous la pile, parce que ce n'était pas ce qui apparaissait. Et on peut aussi le comprendre, hein, même s'il y a eu des épidémies ces dernières années en Asie, et puis il y avait eu H1N1. Mais tout ça pour dire que là, je pense que les Français, hélas, ils ont compris qu'on pouvait être sous le risque d'une épidémie. Alors on va voir maintenant, là on voit bien que le deuxième confinement n'a rien à voir avec le premier confinement. Le premier confinement, on était vraiment sur la question sanitaire. C'était vraiment ce qui dominait, c'est ce qui a beaucoup inquiété les Français. C'est pour ça que les médecins ont été très présents sur les plateaux de télévision. On voit bien que sur le deuxième confinement, les choses ont un peu changé. C'est moins la question sanitaire qui est aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est au second plan, c'est plus la question économique avec les petits commerces, enfin, tout ce que vous avez entendu dernièrement. Et à la télévision, il y a un petit peu moins d'intervention de scientifiques. Parce que d'abord, les télés, elles ont aussi tiré les leçons de cette deuxième vague, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu une deuxième vague, donc le côté rassuriste, alarmiste, c'est fini. Et la deuxième vague, hélas, maintenant, c'est un peu, cette fois-ci, la question économique, comment on peut, comme dit le président de la République, finalement, vivre avec le Covid. Et en espérant qu'il n'y ait pas de troisième vague, on voit bien qu'on est moins sur la question scientifique, mais bon, elle va revenir, mais et ça, ça commence à être le débat, c'est un prochain débat, elle va revenir avec la question du vaccin, la stratégie que le gouvernement va choisir. Et on le voit déjà ces derniers jours avec les sondages très inquiétants sur un pays qui, en gros, grosso modo, il n'y a qu'un Français sur deux, selon les sondages, qui accepterait d'être vacciné. Donc là, à mon avis, on va revenir, mais bon, là, il faut sortir de ce confinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah oui, pardon. Très Merci bien. beaucoup Bruno Jeudi et Gérald Bronner. Donc, on a eu deux topos extrêmement brillants et en plus très, très clairs et concis. Je vous remercie. On a beaucoup de questions et j'ai une première question posée par les participants. Je la reformule un peu pour vous deux finalement. J'aimerais avoir tous les deux votre avis parce que je vous adresse à tous les deux parce que c'est vrai qu'on a parlé donc, de la montée des conspirationnismes, de la dérégulation de l'information et puis Bruno Jeudi, vous nous avez bien montré cet afflux d'experts, la sélection des experts et finalement il y a une double question sur l'éthique et la déontologie dans le journalisme et comment sélectionner finalement, comment les journalistes sont formés sur ces questions scientifiques et aussi la sélection des experts. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas monter une structure, alors c'est toujours pareil, hein, monter des structures, c'est toujours dangereux, mais monter une structure qui permettrait d'apporter du conseil, de sélectionner les experts de façon un peu plus crédible, en tout cas. Voilà, donc
Et donc, après, l'autre question, c'est l'éducation contre le conspirationnisme, qui est plus aussi pour Gérald Bronner. Moi, je vais faire très court sur la question des experts. C'est une très bonne question et c'est surtout un vrai défi pour les chaînes info. Ça fait 2 fois que la question se pose. Alors, je vais faire très court sur la première fois, c'était les Gilets jaunes, où il y a eu un peu de tout et n'importe quoi, et on a vraiment vu beaucoup de n'importe quoi. Je me suis même énervé un soir sur un plateau parce qu'il y avait vraiment n'importe quoi face à moi. Donc, passons. Là, sur l'aspect, la question, c'est la difficulté pour des producteurs. Donc, je vous ai dit, c'est un métier particulier. Ce sont des journalistes qui invitent sur des plateaux télé et qui essaient de voir quel est le meilleur spécialiste. Et souvent, ils en ont plusieurs. Alors, les gens ne peuvent pas venir. Il y a un premier, deuxième. Donc, c'est la question de la qualité de l'expert. Et il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il puisse venir. Les chaînes sont souvent exigeantes sur les horaires. C'est très compliqué. Et en même temps, c'est fondamental parce que là, on a bien vu que à un moment, il y avait des experts qui n'en étaient pas vraiment. Donc oui, il y a une vraie question. Donc je pense que pour les chaînes, il y aura sans doute un retour d'expérience très fort là-dessus. En même temps, je ne veux pas du tout, je vais être un peu taquin. Il y a certains qui ont pris goût à venir. Parfois, je ne suis pas sûr qu'ils étaient toujours très, très bons. Il y a un côté sympa parfois de venir à la télé, mais comme je dis toujours, il faut avoir quelque chose à dire, quoi. Et il faut aussi... Bon, voilà. Quand vous êtes contacté par une chaîne pour venir, il faut bien cadrer, à mon avis, ce qu'attend la chaîne, sur quoi ils vous attendent. Il y a aussi le côté, bon, voilà, mettons pas les pieds n'importe où. Et ça vaut pour les chaînes, mais j'allais dire ça vaut aussi parfois pour les invités. Mais vous m'invitez pourquoi, pour parler de quoi? Enfin, il y a eu aussi beaucoup. Mais je vous dis, encore une fois, il a été face à un tel... c'était trop par moment. Oui, il y a l'irruption, il y a autant d'irruptions de malades dans les centres que d'irruptions d'experts sur les plateaux. Enfin bref, Gérald, quel est votre commentaire là, sur la sélection des experts, l'éducation pour limiter finalement cette propagation du complotisme? Pendant le micro. Micro. Ouais, micro. Et pardon. Non, Bruno a dit l'essentiel. Je pense que l'information est devenue un bien commun, évidemment. Le problème des journalismes, c'est que, en particulier quand c'est des journalistes de groupes privés, parce que ceux qui sont de groupes publics, ils peuvent quand même être soutenus par de l'argent public. Ceci dit, les médias privés aussi reçoivent des subsides publics, mais la question est la survie économique sur un marché qui est devenu tellement concurrentiel, donc on le sait. Il y a un très beau livre d'ailleurs de Bernard Poulet qui s'appelle « La fin des journaux et l'avenir de l'information » que je vous conseille sur ce point. Et donc je ne vais pas redévelopper son argumentaire, mais je crois qu'en tout cas c'est devenu une question essentielle aujourd'hui de voir comment on peut réguler l'information, en particulier sur les médias conventionnels. Et donc ça passe par le choix des experts. En effet, je ne suis pas sûr que les chaînes d'information continuent et aient toujours le temps de faire un vrai travail de prospective pour aller chercher les bons experts, parce que tout à coup, ce matin, il se passe quelque chose et il faut que je trouve 3 experts pour cet après-midi. Moi, je pense qu'elle devrait beaucoup plus s'appuyer sur les grandes académies, Académie des sciences, Académie de médecine, Académie des technologies, Académie de pharmacie, Académie d'agriculture. Il y a plein d'académies qui ne demandent que ça, que de fournir de bons experts qui sont évalués par leurs pairs. L'avantage des académies, c'est que c'est pas qu'on trouve toujours les meilleurs scientifiques dans ces académies, mais tout de même, pour rentrer dans une académie, il faut quand même passer par les fourches codines des autres collègues, confrères, consoeurs, et qui vont évaluer votre curriculum, qui vont voir si vous avez des publications internationales. Il y a plein de contre-exemples à ce que je viens de dire, mais grosso modo, c'est un moyen de sélectionner parmi d'autres, je pense, des experts assez solides. Et puis sur l'éducation, évidemment, le combat que nous sommes en train d'essayer de mener contre la crédulité, il faut bien se rendre compte que c'est plus du tout pareil qu'avant. Auparavant, il y avait une citadelle, on va dire, et la crédulité, elle était en dehors de la citadelle, elle faisait des entrées de temps en temps, elle arrivait à perforer les murs, mais on parvenait plus ou moins à la chasser. Aujourd'hui, pour reprendre cette métaphore belliqueuse, je dirais que c'est une guerre de tranchées. En fait, c'est à la baïonnette, c'est à 1 contre 1, voire souvent à 1 contre 10 quand on défend la rationalité. Et c'est comme ça que ça se produit. Je pense que les médias conventionnels, c'est-à-dire les médias classiques, traditionnels, ont un rôle essentiel encore à jouer. Ils ont intérêt à le jouer
avant qu'il ne soit trop tard pour eux, parce qu'eux aussi ils sont largement en concurrence. Je crois qu'il faut qu'ils jouent la carte de l'information de qualité, de l'information profonde, lente même dans certains cas. Tous les médias qui ont tenté cette carte-là, on en a des exemples notamment dans le milieu anglo-saxon, ont quand même plutôt pas mal réussi, même si à court terme, ça peut être coûteux. Bien sûr, il y a la question de l'éducation nationale qui est fondamentale, parce que s'il y a bien une façon de réguler ce marché de l'information sans être liberticide, parce que n'oublions pas que les questions dont on parle, c'est aussi au cœur de la liberté d'expression. Pour moi, il n'est pas question d'empêcher même les anti-vaccins de donner leur point de vue, ou les platistes, ou etc. Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là où, une fois pour toutes, on aura déterminé qu'est-ce qui est la vérité et qu'on empêchera à tout jamais toute forme de contradiction. Ça s'appelle une dictature et je pense que personne n'y a intérêt parce que c'est quand même dans la contradiction, quelquefois dans l'hétérodoxie, qu'on fait des découvertes, y compris en sciences. C'est très important de ménager la possibilité pour des minoritaires de continuer à s'exprimer. Le danger, c'est de faire croire au niveau médiatique que ces minoritaires sont majoritaires, ou en tout cas qu'ils pèsent le même poids que le consensus scientifique. C'est là le danger. Ce n'est pas l'existence de ces minoritaires qui pose problème. Donc effectivement, l'éducation nationale, c'est aussi un lieu idéal pour inciter à cette régulation non liberticide du marché, c'est-à-dire par chaque individu. Chaque individu devenant un opérateur sur ce marché de l'information, il peut partager, retweeter, ou au contraire ne pas partager une information, suspendre son jugement, mais ça s'apprend. Et ça met des années à s'apprendre, donc il faut commencer dès le plus jeune âge. Et puisque la question m'a été posée, j'ai vu dans les questions, oui, en effet, j'ai accepté depuis le mois de septembre dernier, donc ça fait plus d'1 an, d'entrer dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est présidé par Stanislas Dehaene. Et je travaille avec mon amie Elena Pasquinelli, un nouveau groupe que le ministre a accepté de voir créer, donc autour de l'esprit critique. Et on est en train d'essayer de penser des protocoles avec, vous voyez, pour faire de la science, avec des échantillons témoins, etc., avec une randomisation. Donc tout ça prend beaucoup de temps pour accéder à des classes. Et on travaille notamment sur l'enseignement de la théorie de l'évolution, qui est très contre-intuitive et qui, comme vous le savez aussi, est de plus en plus contestée. Donc il faut faire attention. Alors j'aurais une question, merci beaucoup parce que c'est très éclairant. J'aurais une question pour Bruno Jeudi. En fait, vous dites, et Gérald l'a bien montré, que tout le monde est au même niveau au niveau de l'information, la personne qui n'a aucun background et le scientifique. Mais est-ce que les problèmes des médias conventionnels, les grands médias, ce n'est pas leur rôle justement de faire entendre tout le monde? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression maintenant, actuellement, que les médias préfèrent les trains qui n'arrivent pas à l'heure par rapport aux trains qui arrivent à l'heure. Si on voit par exemple l'émission d'Arte sur les statines, c'était une émission sans aucune personne qui allait contre ce que disaient 3 ou 4 scientifiques sur l'ensemble des scientifiques. Quand on regarde donc Hold Up, c'est pareil. Donc on a l'impression que les médias, parce qu'ils sont obligés de réagir très très vite, les médias conventionnels, hein, j'entends, au lieu de faire de la recherche sur leur dossier et puis de présenter des éléments, comme vous le dites, la science c'est long, donc il faut de la préparation, plutôt que de mettre en lumière tous les gens qui font de la controverse et qui sont largement minoritaires, comme par exemple Raoult. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, sur Hold Up, Gérald en a parlé, c'est pas un média conventionnel, c'est quelque chose justement qui est né sur les réseaux, sur le numérique, donc c'est encore une autre affaire, et c'est peut-être d'ailleurs, Gérald en parlera mieux que moi, c'est peut-être d'ailleurs plus dangereux parce qu'on peut voir surgir cette nouvelle forme aussi d'information, enfin bon voilà, de documentaire. Je laisserai Gérald d'en parler. Sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, pour reprendre votre formule. Alors, elle est, hélas, vieille comme le monde, vieille comme les médias, parce que finalement, c'est aussi beaucoup ce qu'on reproche. Mais alors, pour le coup, pas seulement dans le domaine de la science, dans beaucoup de domaines, qu'en gros, on s'arrête à ce qui ne va pas et qu'on va mettre le projecteur sur un fait, alors qu'on va complètement occulter des tas de bonnes nouvelles. Bon, oui, ça, c'est vrai. C'est une critique que je connais, que j'accepte. Et en même temps, notre rôle, c'est aussi de porter le fer dans la plaie, aussi parfois de ce qui ne va pas. Nous sommes aussi là pour ça. Alors effectivement, dans cette situation de pandémie, vous savez, si les médias, je ne dis pas nous, parce qu'il ne faut pas, chacun a eu sa propre approche, l'approche d'Arte est sans doute différente de celle de BFM TV, que celle du Monde, ou de Paris Match qui avait mis Didier Raoult en couverture. C'est d'ailleurs été le premier hebdomadaire à le faire à l'époque, où il était auréolé de sa gloire de grand scientifique marseillais.
vous savez, les médias gouvernementaux, ça a existé, ça ne marche pas. Hein. Les gens, ils iront ailleurs, ils iront toujours voir ailleurs. Donc, je crois, moi, quand même que, bon, effectivement, tout le monde a été surpris de voir d'abord, encore une fois, je vous répète, c'est inédit de se retrouver dans une situation où il y avait au menu un seul plat unique, c'était la Covid pendant quasiment 60 ou 70 jours. Il a fallu attendre quasiment la mi-mai pour voir d'autres informations, et Dieu sait qu'il y en a eu pendant cette période, mais pour voir d'autres informations. C'est une pandémie mondiale, je le rappelle. Donc, bon, après, effectivement, on a beaucoup donné la parole aux rassuristes, trop, mais ça faisait aussi partie je pense, à un moment, voilà, la controverse s'est nouée. Encore une fois, moi, je ne suis pas contre la controverse. Je pense que c'est la polémique qui est devenue par moments insupportable des médecins qui eux-mêmes se sont beaucoup querellés sur les plateaux. Le professeur Combe écrit dans son bouquin que j'ai lu, Urgence sanitaire, il dit « Nous avons offert un spectacle qui était parfois pas très glorieux. Il y avait un côté combat de coq sur les chaînes info. » Donc, faisant sa propre autocritique. Et je trouve ça très, très bien. Oui, bien sûr, mais on ne sort pas indemne de cette période. On ne sort pas indemne de cette période. Oui, la question en fait, c'est le filtre. Finalement, entre les réseaux sociaux, on voit typiquement Hold Up, tout est envoyé comme ça, sans filtre, sans avis, qui puisse guider quand même un peu les personnes qui regardent. Et là, c'est vrai qu'on attend des médias traditionnels, entre guillemets, qu'ils aient ce rôle de filtre Alors, c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de l'ERTF, heureusement, mais en même temps, on a besoin quand même. Enfin, je veux dire, là, on parle de la Covid. Même la Covid, moi qui suis médecin, il y a plein de choses que je ne connais pas, évidemment. Donc, j'écoute les gens qui parlent et c'est vrai que voilà, on a l'impression que le rôle de filtre des médias traditionnels a été complètement débordé à l'occasion de cette pandémie. Mais pareil, vous parliez des gilets jaunes, c'est vrai qu'on a aussi la sensation pendant les gilets jaunes, comme tout le monde pouvait, tout gilet jaune représenter lui-même et voulait raconter sa vie sur les plateaux, c'est vrai qu'on a eu cette impression aussi qui pouvait même être folklorique parfois, mais bon, là, sur la pandémie, c'est vrai qu'on a été, voilà, il y a un problème de filtre des médias traditionnels qui fait que je pense que beaucoup de gens, justement, vont aller voir les autres, les réseaux sociaux sans est-ce qu'on voit encore, bien sûr, on voit la différence, mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui fuient rapidement sur les réseaux sociaux parce que peut-être qu'ils se disent, ben voilà, de toute façon, je vois les mêmes choses. Et il y a peut-être un risque de fusion, finalement, dans une certaine perception de certaines personnes entre les différents types de médias. Il n'y a pas d'ordre, tu vois. Alors, je pense que l'ordre est important. Il y a un ordre avec des sachants, des gens qui filtrent, des journalistes qui font leur métier, qui filtrent, qui cherchent les sources, et puis d'autres médias qui diffusent ce que n'importe qui peut diffuser. Par exemple, on a vu l'histoire des masques, mais il y a eu tellement d'autres choses bien faites, mais on n'en parle jamais. Le transfert des patients dans les différents hôpitaux, le support économique, etc., ça n'existe, enfin, à ce point-là, nulle part ailleurs. Mais ça n'intéresse pas les gens, puisque ça marche bien. Donc, on va les chercher plutôt les masques. Et quand tout le monde en a eu, plus personne ne les mettait. Donc, c'est bien. Sur les masques, je pense que nous étions dans notre rôle oui, d'accord, mais il y avait le reste. On ne parle que des masques. C'est ça qu'on peut reprocher un peu aux journalistes, c'est qu'il y a des choses bien, il y a des choses. Comme disait Gérald, il faut de la controverse. Ça, c'est indispensable. Il faut écouter ceux qui ne sont pas d'accord. Mais il faut le stratifier et pas ne faire que ça. C'était ça un petit peu, je pense. Je laisserai la parole à Gérald, juste pour dire quand même que il y a quand même eu beaucoup de reportages sur les transferts de patients. Ça a quand même été une formidable prouesse. Ça a été quand même beaucoup dit, y compris, moi je vois dans notre journal, on l'a beaucoup suivi. Il y a eu des choses positives quand même de porter. Et d'ailleurs, même récemment, l'amélioration des traitements, les gens qui restent quand même moins longtemps en réa. Il y a des choses. Mais c'est vrai que ce qu'on retient, c'est toujours évidemment le train qui n'arrive pas à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça fait aussi partie de notre boulot. Oui.
Oui, je voulais ajouter que, en effet, ça c'est très documenté, ce qu'on appelle le biais de négativité, hein, qui contamine tout à fait l'information. Mais je voudrais dire, pour me faire l'avocat du diable, que ça dépend aussi du fonctionnement de notre cerveau. En fait, les journalistes ne sont pas seuls coupables, et je ne suis même pas sûr qu'ils soient les principaux coupables. Une fois, un média russe en ligne avait annoncé un jour où il ne donnerait que des bonnes nouvelles. Et il avait annoncé la date, il a dit c'est vrai qu'on reproche toujours aux journalistes, etc. Ce jour-là, il y a eu 70% de flux en moins. Vous voyez, donc le problème est là. En fait, les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas, malheureusement. Et comme les médias vivent de notre temps de cerveau disponible, c'est-à-dire de l'attention qu'ils sont capables d'attirer, en fait, ils sont pris au piège. Et ce que je crois, le grand danger démocratique qui pourrait, c'est pour ça que j'attire aussi l'attention de Bruno Jeudi, qui le sait bien, le grand danger démocratique qu'on pourrait voir et qui commence déjà à advenir, c'est ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire une contamination, en fait, du fonctionnement des médias conventionnels par les médias non conventionnels. En fait, c'est eux qui sont en train d'éditorialiser le monde, en réalité. Ce sont les tweets, c'est l'hyper-réactivité des réseaux sociaux qui sont en train d'éditorialiser le monde, et un certain nombre de médias conventionnels, croyant pouvoir survivre de cette façon, peut-être qu'ils ont raison ou tort, ça je ne sais pas, je ne suis pas compétent, mais en tout cas s'indexent de plus en plus. En d'autres termes, l'offre d'information, quelle que soit sa nature, y compris au niveau politique, s'indexe de plus en plus sur la nature de la demande qui est en train d'être dévoilée par les données massives qu'on trouve sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et cette indexation de l'un sur l'autre, c'est un des grands enjeux de la vie démocratique d'aujourd'hui et de demain. Et est-ce que le fact-checking ou toutes ces démarches justement d'évaluation, qui sont, comme Gérald Bronner l'a bien montré, qui est souvent difficile. D'ailleurs, il y a un participant qui cite une phrase d'Einstein: il est plus facile de désintégrer un atome qu'une rumeur. Donc, je la trouve très, très bonne. Et donc, voilà, et Bruno Jeudi, est-ce que le fact-checking et ces démarches-là montrent justement qu'il y a cette prise en compte des journalistes de cette risque de contamination et justement un travail journalistique peut-être plus sur un moyen ou long terme, en effet, qui n'est pas hyper réactif, mais qui est très passionnant et qui est intéressant justement pour la démocratie, pour les citoyens? Alors, le fact-checking, ça fonctionne très bien dans la presse écrite. C'est très bien fait. Vous avez l'AFP, par exemple, qui a une cellule de fact-checking qui fait des trucs très, très bien. Globalement, les quotidiens aussi le font. Vous avez, vous avez même un site sur Le Monde qui fait ça très, très bien. En télévision, c'est plus difficile le fact-checking. BFM aussi a essayé. Il y avait une consoeur qui, pendant le premier confinement, chaque soir, essayait de reprendre des choses avec l'idée de répondre à des questions, essayer de démonter des choses qui ne fonctionnaient pas. Après, il y a les limites aussi parfois de la formation des journalistes, parce que c'est vrai que la science, c'est encore autre chose. D'ailleurs, il y a des journalistes qui se spécialisent dans cette question-là, et franchement, c'est une vraie spécialité. On ne s'improvise pas journaliste scientifique du jour au lendemain, ça prend du temps. Je vous dis encore une fois, BFM, il y en avait une seule. Hein. Elle était chef du service, mais elle était toute seule dans le service. Vous avez Le Monde et Le Figaro qui ont des journalistes scientifiques, mais ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous qui faites de longues études pour ça. Donc, pour un journaliste, en gros, il va avoir pendant un an une formation un peu globale aux questions scientifiques. Donc, c'est pas très simple. Le fact-checking, c'est déjà pas très simple à la télévision. Alors, le fact-checking sur la science, c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un domaine à explorer, à améliorer, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Alors, il y a d'autres... Donc, il y a un auditeur qui demande si les chaînes d'infos sont-elles contraintes d'interroger des experts 50-50, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment 50% de rassuristes et 50% d'alarmistes? Alors, d'abord, au début, il n'y avait pas, parce que par définition, n'imaginez pas qu'on se retrouverait dans une telle controverse. Ce qui est certain, c'est que je dirais qu'effectivement est apparu ce clivage. Alors, pour le coup, on ne pouvait pas faire 50-50, il ne faut pas exagérer, parce que d'abord, finalement, ils n'étaient pas si nombreux que ça à être, même si au début, sur le traitement de Raoult, il y avait quand même un peu des incertitudes chez beaucoup des gens qui venaient sur le plateau, de médecins. Moi, je me souviens de Jean-Paul Hamon, puisque c'est une figure qui est pas mal venue, disant oh, moi, je m'en suis prescrit la chloroquine, je ne savais pas trop quand j'ai eu la Covid. Enfin bref, vous voyez, donc, parfois, c'était un peu olé olé sur certains plateaux. Y compris de la part de certains de vos confrères. Ça, c'est le premier point.
Non, après, il ne faut pas raisonner comme ça. Il y a aussi certains scientifiques qui ont des opinions politiques, des médecins qui ont des opinions politiques. Donc, le professeur Jubin, on sait qu'il est classé chez les Républicains. Donc, au début, c'était peut-être pas forcément rappelé, mais très vite, on a rappelé qu'il était, comme il était très critique sur le gouvernement, bon, bah, la logique, c'était quand même de rappeler qu'il avait une casquette des Républicains. Bon, voilà. Je crois qu'il faut essayer de jouer beaucoup la transparence pour nous, évidemment, quand on les invite. Mais encore une fois, au début, quand ils viennent, au tout début, on ne sait pas tout. Alors après, il y a certains visages. En gros, il y a à peu près, entre les rassuristes et les alarmistes, vous avez une grosse vingtaine qui sont venus hyper régulièrement. Le professeur Meguerban, par exemple, moi j'ai fait sa première télévision avec lui. À BFM, ils ont trouvé que c'était un bon client, entre guillemets, qui parlait bien. Et tout à coup, ils se sont mis à l'inviter tous les soirs parce qu'il racontait sa vie de réanimateur. Je crois qu'il est à la Riboisière, un truc comme ça. Donc il y a aussi. Non, il n'y a pas de quota. Enfin, faut pas tomber dans le fantasme. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Ça a été un vrai plaisir et j'espère que tous nos auditeurs sont tous convaincus. Alors, je vais introduire, mon rôle est aussi d'introduire la prochaine session qui aura lieu mardi prochain, mardi 24 à 18h30. Et là, ça sera Soigner autrement. La télémédecine au secours des organisations qui sera à une présentation de Laurence Guédon-Moreau et puis le numérique dans le Ségur par Dominique Pont. Donc, merci encore à tous les orateurs. Ça a été extraordinaire et on a appris énormément. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Au revoir.